Donc, merci au CDB pour l'organisation de ce webinaire et merci à tous les gens qui se sont connectés pour votre présence. Donc, je suis Virgile Guérel, directeur France-Suisse de CDM Stravitech. Pendant les 15 prochaines minutes, on va présenter les principaux enjeux acoustiques liés aux salles de sport, les solutions qui permettent aujourd'hui de limiter les impacts sur les espaces voisins. Et on verra pourquoi les salles de sport constituent un défi particulier pour les acousticiens et les concepteurs, et éventuellement quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour répondre à ces problématiques. Donc l'intervention elle est organisée en 3 parties. Je commencerai par une rapide présentation de CDM Stravitech. On parlera ensuite des spécificités du bruit généré dans les salles de sport. On abordera rapidement les limites des normes et les méthodes traditionnelles, pour finaliser sur l'intérêt des essais en in situ. Et puis je présenterai rapidement également les différentes familles de sols acoustiques développées spécifiquement pour les environnements fitness. Donc à propos de CDM Stravitech, notre entreprise, elle est familiale. Notre slogan, We make your world a quieter place, nous rendons votre monde plus silencieux. On a créé l'entreprise en 1951, on compte aujourd'hui plus de 90 collaborateurs de 25 nationalités différentes, sur une dizaine de pays seulement. On est présent donc bien évidemment sur la France et la Suisse. Et depuis 70 ans, on développe des solutions techniques qui permettent de maîtriser les nuisances sonores et vibratoires dans les bâtiments. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est typiquement un test in situ. Test in situ et également des tests en laboratoire. Ce que nous faisons principalement en 2 grands domaines. Le premier domaine qu'on appelle plus communément l'isolation structurelle et le second qui concerne l'acoustique du bâtiment avec les solutions plutôt, elles, de sol, de mur et de plafond. Nous intervenons dans des projets qui sont relativement variés. On va à la fois traiter les logements collectifs comme les bureaux, les cinémas, les studios de musique et bien sûr les salles de sport. Je suis navré pour l'écran qui est tronqué sur le haut, mais globalement, ça ne doit pas empêcher la lecture. Cet écran, il représente la diversité de nos solutions. Il n'y en a qu'une qui n'est pas représentée ici, c'est tout en bas à droite, le sous-ballast ferroviaire. Globalement, on va traiter la totalité des ponts structurels dans un bâtiment, que ce soit un bâtiment en béton ou un bâtiment en bois, via nos 6 gammes de produits qu'on voit sur le haut de l'écran. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on se concentre sur une approche globale du découplage structurel. Il y a, ce qui nous intéresse aujourd'hui notamment, les particularités des bruits en salle de sport. Donc quand on parle de salle de sport, il faut bien comprendre qu'on n'est pas confronté à une seule source de bruit. On trouve de nombreuses activités, donc il y a les espaces cardio, la musculation guidée, les poids libres, les cours collectifs, du cross-training, de la musique, également des équipements techniques comme la ventilation, les aspirateurs, la climatisation. Chaque activité, elle produit un bruit différent et sollicite le bâtiment d'une manière différente. Donc c'est ce qui rend d'ailleurs ces projets relativement complexes. Nous, on identifie 3 grandes familles de nuisances dans les salles de fitness. La première qui correspond aux impacts avec une forte énergie, notamment les chutes de poids. La deuxième qui correspond aux excitations répétitives, comme les sauts ou les cours collectifs. Et puis la troisième qui correspond plutôt au bruit aérien. Donc ça peut être la musique, les conversations, les annonces, les équipements techniques. Dans la majorité des projets, c'est les impacts lourds qui deviennent le sujet principal, donc ce qu'on appelle la chute des poids, parce qu'ils génèrent énormément d'énergie et plutôt dans les basses fréquences. Donc ça, c'est un écran qui va trop vite. C'est un écran qui parle des normes de référence. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail, et je ne sais pas pourquoi cet écran passe, c'est un sujet qui peut sembler dense, mais le message principal est relativement simple. Alors, excusez-moi parce que j'ai l'écran qui passe tout seul. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de norme internationale unique dédiée aux salles de sport. Selon les pays ou les donneurs d'ordre, les exigences, elles peuvent être vraiment très différentes. En France, par exemple, on travaille souvent avec la notion d'émergence acoustique. Ça signifie qu'on compare le bruit habituel d'un lieu avec le bruit généré par l'activité sportive. Donc là, ce que vous voyez, et je suis navré parce que l'écran n'arrête pas de défiler, on a une différence entre, par exemple, Estonie et France, mais le UK également. On va mesurer différentes choses dans une salle de fitness, en France notamment. Donc ce qui va nous intéresser en France, c'est l'activité qui gère une augmentation trop importante du niveau sonore qui devient une nuisance.
Pour simplifier, si on doit imaginer deux bruits qui affichent exactement le même nombre de décibels, le premier qui est une conversation, le second c'est un bruit de chute de poids, comme on peut voir ici à l'écran. Le second bruit plutôt sourd, euh, les deux vont générer à peu près le même niveau sonore, mais le second sera généralement perçu comme beaucoup plus gênant. C'est la raison pour laquelle les basses fréquences deviennent aujourd'hui un sujet majeur en acoustique et notamment dans les salles de fitness. Donc c'est pas un marché du fitness dans lequel on va regarder un niveau sonore global, mais on va vraiment regarder le contenu fréquentiel du bruit et notamment les basses fréquences. Donc ce que vous avez ici, ce qu'on appelle une machine à choc, ou ce qu'on a ici, une chute de poids, on voit clairement qu'on va générer différents types de bruits. Clairement, la chute de poids à droite va être bien plus utile dans la prospective des générations de bruit dans les basses fréquences dans les salles de sport. Donc on voit la différence entre machine à choc et cette chute de poids. Euh, Ici, on parle des mesures par rapport au calcul. Les exigences acoustiques, elles évoluent progressivement vers une meilleure prise en compte du ressenti réel des occupants. Avant, on regardait surtout les niveaux sonores globaux. Aujourd'hui, on cherche davantage à comprendre quelles fréquences sont réellement transmises dans le bâtiment. Si on habite au-dessus d'une salle de sport, c'est généralement pas la musique qui va nous réveiller, c'est bien plus généralement les vibrations, les impacts transmis par la structure. Pourquoi? Parce qu'on a les basses fréquences qui traversent beaucoup plus facilement les planchers et les murs. Donc le véritable défi en acoustique pour les salles de sport modernes, c'est souvent davantage lié aux basses fréquences qu'au bruit audible classique. Euh, Quand on parlait de chute de poids et de machine à choc, si on doit imaginer la différence entre les deux, c'est entre taper avec notre doigt sur une table et laisser tomber une boule de pétanque. Donc les deux sont des impacts, mais l'énergie transmise n'a strictement rien à voir. Donc c'est à peu près le même problème en salle de sport. On a une machine à choc qui va reproduire des chocs répétitifs, mais plutôt des petits impacts, alors qu'une barre de musculation ou des chutes de poids, comme on voit ici dans ce type de, de test in situ, donc on va faire tomber un poids sur une dalle béton structurelle, puis sur une dalle de caoutchouc de finition, puis enfin on le fera tomber sur un plancher acoustique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les essais in situ? Nous, on les recommande systématiquement parce que dans chaque bâtiment procède sa propre structure. On a des ponts acoustiques qui peuvent être très spécifiques suivant les bâtiments et on a des chemins de transmission, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont générer la transmission de ces vibrations dans le bâtiment. On peut caractériser ça par un réseau de canalisation. Si on ne connaît pas exactement le cheminement des tuyaux, c'est difficile de prévoir précisément où l'eau va circuler. Mais les vibrations, c'est exactement pareil, elles se comportent de la même manière. Elles trouvent différents chemins pour se propager dans le bâtiment. Donc ces essais in situ nous permettent de confronter directement des solutions envisagées à la réalité du bâti. C'est ce que notamment Orphea vous présentera dans la seconde partie. Face à ces problématiques, il y a plusieurs niveaux d'action qui existent. Le premier, c'est souvent le plus efficace, c'est l'aménagement. Il est toujours préférable d'éloigner les activités les plus impactantes des zones sensibles. Et ensuite seulement viennent des solutions techniques. Donc ça, c'est d'abord pour le sens pratique. Les solutions techniques qu'on peut mettre en œuvre, c'est notamment les clochers flottants, la désolarisation des murs, les plafonds acoustiques, le traitement des réseaux techniques, le traitement des équipements. L'objectif est toujours le même, hein, c'est de réduire la quantité d'énergie qui va être transmise à la structure. Alors, il y a quand même quelques contraintes de marché. Dans la réalité, les exploitants ils sont face à de nombreuses contraintes. Ils disposent souvent de peu de hauteur sous plafond. Ils sont situés dans des bâtiments existants où la structure ne peut pas supporter une charge supplémentaire. Ils sont en exploitation, ça rend les arrêts d'activité fortement indésirables. Et puis, les propriétaires souhaitent réduire l'investissement initial, tout en conservant la possibilité d'améliorer la solution de plancher au fur et à mesure de l'évolution du club, par exemple en cas de modification de l'aménagement.
et de plus en plus recherchent des solutions durables et faciles à démonter ou à réinstaller, ou au minimum conçues pour être démontées en fin de vie. Donc, c'est là qu'effectivement, il y a un intérêt de mettre en œuvre des solutions relativement sèches pour l'impact. Et c'est là que les solutions les familles de produits peuvent ici avoir un intérêt. Donc le choix du système de plancher, c'est une décision qui est essentielle. Nous, on propose deux grandes familles de solutions. Des solutions qui sont dites humides, c'est-à-dire qu'il y a un liant et de l'eau, les solutions à base de béton typiquement. Et puis les solutions en chape sèche, les systèmes secs et légers. Les systèmes secs et légers qu'on regroupera sous l'appellation Stravigym. Et puis les systèmes humides qu'on regroupera sous l'appellation notamment Straviflor. Le choix va dépendre de deux choses, les performances acoustiques recherchées, les charges admissibles, la hauteur disponible et éventuellement les contraintes du bâtiment. Donc très facilement, les planchers en chape sèche sont rapides à installer, peuvent être facilement démontables et réinstallables dans d'autres zones, là où les solutions en chape humide vont avoir l'avantage d'apporter de la masse, ce qu'on cherche en acoustique, mais la contrainte de ne pas être démontable. Donc c'est des arbitrages à faire lors de l'estimation de la faisabilité d'un projet. Donc ce que vous avez ici en bas sont des solutions assez différentes, des solutions type Straviflor Deck, qui sont une solution avec un bac acier à queue d'aronde, permettant d'avoir des dalles béton relativement minces de l'ordre de 5 cm. Et puis sur la droite, on va avoir des solutions qu'on appelle des boîtes à ressorts, qui permettent d'avoir des dalles béton découplées, souvent plus épaisses, de l'ordre d'une dizaine de centimètres, qui peuvent être visitables ou non, avec une finalité modulable quand même dans le cas de la boîte à ressort qu'on distingue ici, dont le haut va rester accessible, qui permet justement de pouvoir y trouver une certaine adaptabilité. En revanche, il n'y en aura pas en termes de surface, mais il peut y avoir une modularité en fonction de l'usage. La composition d'un système Stravigym, donc le principe repose sur trois éléments. On a d'abord une couche d'absorption d'impact, qui va être située juste au-dessous de votre revêtement de sol. La couche d'absorption d'impact, une couche de répartition des charges, puis un support résilient. Donc pour comprendre simplement le fonctionnement, si on doit imaginer une voiture par exemple, la roue reçoit le choc, la suspension absorbe le choc et la carrosserie reste relativement isolée. Un système de plancher en chape humide ou en chape sèche fonctionne un peu sur le même principe. On essaye d'empêcher que les chocs générés au-dessus par l'activité sportive puissent remonter dans la structure du bâtiment. Donc la performance, elle repose jamais sur un seul produit, mais sur l'association intelligente de plusieurs couches. L'absorption des impacts, elle ici, on va absorber avec une couche relativement douce, souple. Elle va nous permettre d'absorber majoritairement l'énergie d'impact, qui va avoir un premier effet de dissipation, qui va être dissipé ensuite par la couche de répartition des charges, puis enfin les vibrations coupées par les supports résilients. Cette couche d'absorption d'impact qu'on évoque juste avant, elle absorbe une partie de l'énergie générée lors de l'impact et elle contribue également à limiter le rebond des poids, ce qui améliore à la fois le confort acoustique et la sécurité des utilisateurs. L'intérêt, ce que je disais dans la slide d'avant, c'est la dissipation de l'énergie générée par les chocs. Elle réduit l'amplitude de l'onde de choc. Donc cette couche, elle est également importante parce qu'elle permet d'éviter les rebonds qui peuvent éventuellement nous permettre d'éviter des risques éventuels. Et enfin, ce que vous avez pu voir, si je reviens ici, ce que vous avez pu voir entre chaque couche de répartition de charge plutôt rigide sont des couches noires qu'on appelle, c'est de l'élastomère, qu'on appelle chez nous les couches d'amortissement contraintes. C'est un terme relativement connu en acoustique qui s'appelle le principe CLD. C'est la partie finalement la plus technique du système parce que l'objectif, il n'est pas uniquement d'empêcher la transmission du bruit. Nous, on cherche également à empêcher que le plancher lui-même devienne une source de vibration. Si on doit prendre l'exemple d'une cloche, si on frappe sur une cloche, elle continue de vibrer relativement longtemps. Imaginez qu'on pose la main dessus immédiatement après le choc, la vibration va s'arrêter beaucoup plus rapidement. Et ben, la couche amortissante ici que l'on propose entre deux couches d'OSB, c'est exactement le même principe. Elle va dissiper l'énergie vibratoire avant qu'elle ne puisse se propager davantage. Le principe ici, c'est pas seulement de bloquer le bruit, c'est réduire également la capacité du plancher à vibrer et à rayonner du bruit.
Donc l'impact sur les panneaux, ce qu'on évoquait juste à l'instant, va générer des contraintes de cisaillement. C'est comme ça que ces contraintes s'appellent, dans la couche d'amortissement, qui contrôle le déplacement des panneaux, donc les 2 ou les 3 panneaux d'OSB, et ça convertit cette énergie mécanique en chaleur. C'est cette combinaison de panneaux de bois avec des membranes amortissantes qui offre le meilleur équilibre entre résistance en flexion, ductilité, amortissement et faible rayonnement. Et puis il y a un dernier avantage, que ce qu'on cherche ici en acoustique, notamment dans les salles de fitness, c'est une relative facilité d'installation qui est complètement adaptée à ce type de projet. Les différentes versions Stravigym, donc la gamme Stravigym, elle est disponible en plusieurs configurations, en fonction du nombre de couches qu'on peut adapter, en fonction du type de support, de l'utilisation du plot ou de ressort. Les ressorts permettent d'atteindre des fréquences propres qui sont relativement basses, ce qui est moins le cas avec des plots élastomères. Donc vous voyez ici, peut-être que je peux le mettre avec le pointeur. Ici, on va avoir des plots élastomères. Ici, vous allez retrouver des ressorts. Et c'est cette modularité des systèmes qui nous permet d'aller chercher des fréquences plutôt basses. Avec les plots élastomères, on descendra difficilement au-dessous des 8 Hz, alors qu'avec des ressorts, on pourra éventuellement atteindre les 4,5 Hz. Et donc ici, vous allez retrouver différents types de systèmes, en passant des systèmes qui nous permettent d'être installés dans des zones relativement à faible impact, comme des zones de gym au sol, ou éventuellement des zones cardio, comme des zones à fort impact que vous allez retrouver sur la droite. Et donc toutes ces solutions peuvent être ajoutées à, en plus, une couche d'amortissement d'impact pour les chutes de poids. Pourquoi ces solutions, elles sont innovantes? Elles sont relativement légères, elles sont rapides à installer, elles sont démontables, elles sont évolutives, elles sont compatibles avec des projets en exploitation, c'est-à-dire que les salles peuvent rester ouvertes. Certaines configurations très performantes ne pèsent que 65 kg au mètre carré, ce qui est relativement intéressant en rénovation, ce qu'on a beaucoup plus d'ailleurs dans les salles de fitness qui sont plutôt de plus en plus ouvertes en centre-ville. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la représentation en coupe de nos systèmes, notamment le système XP avec une couche d'absorption d'impact, avec une dalle de caoutchouc de finition et un système de ressort, sachant que la totalité du système, comme mentionné avant, est exempt de colle ou de fixation, ce qui nous permet une très grande modularité des systèmes, là où un système totalement collé nous empêcherait une modularité complète dans une exploitation de club. Euh, les solutions, globalement, sont relativement économiques. Donc, c'est ce qu'on évoquait juste à l'instant. Elles sont très évolutives dans le temps. Elles sont conçues pour être démontées sans colle à aucune étape de l'installation. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force d'une solution en chape sèche aujourd'hui dans un club de fitness. Euh, je pense que j'ai fini la présentation et pour conclure cette première partie, nous, on estime que les salles de sport, elles constituent aujourd'hui un des environnements les plus exigeants en matière d'acoustique du bâtiment. Parce qu'elles s'intègrent totalement dans l'habitat. Très souvent, elles sont à proximité directe des habitations. C'est souvent des lieux de vie, c'est souvent des lieux de vie en plus sur des horaires relativement extensibles, avec des chutes de poids qui génèrent des vibrations dans les basses fréquences à des moments particuliers de la journée. Les niveaux d'énergie sont relativement importants. Et les solutions techniques, elles existent, mais leur efficacité, elles dépendent toujours du bâtiment et de l'environnement. C'est d'ailleurs ce que précisément va illustrer Mathieu Wauschenmayer de chez Orphea Acoustique à travers une méthodologie basée sur les essais réels et beaucoup de retours d'expérience, puisque c'est comme ça que se construisent les résultats acoustiques. Donc, me reste à vous remercier pour votre attention et puis je laisse la parole à Mathieu Wauschenmayer qui va vous présenter la suite. Je me présente, donc je suis Mathieu Vorenmayer, je suis ingénieur acousticien, je travaille au sein du bureau d'études Orphée Acoustique, qui est un bureau d'études qui existe depuis 1997. On est membre de Sinov GIAC, donc voilà, on est un bureau d'études connu et reconnu. Je sais qu'il y a pas mal d'acousticiens qui sont connectés, donc je leur fais un petit coucou. Je vais poursuivre du coup la présentation qui a été faite par Virgile en essayant de rester à la fois pédagogique
et en même temps d'apporter un petit peu plus de contenu technique sur nos retours d'expérience sur les salles de sport, salles de fitness plus précisément. Alors, donc il va y avoir une première partie qui va concerner ce qu'on appelle le poids du cadre réglementaire acoustique. Donc, je vais essayer de faire un focus un peu plus important sur cette partie-là. Une seconde partie qui sera donc la maîtrise de l'impact acoustique des activités de fitness avec une méthodologie qui a été évoquée déjà par Virgile, mais que je vais essayer de complémenter. Et une partie 3 qui va être plutôt des retours d'expérience et des recommandations associées. Sachant que c'est très difficile en 15 minutes de vous faire toute une synthèse d'une multitude de tests qu'on a pu faire depuis de nombreuses années. Donc, c'est ce qui va m'amener donc à la partie d'après sur la partie réglementation acoustique. Juste pour faire peut-être un petit aparté, en fait, les problématiques de salle de fitness, d'un point de vue acoustique pour nous, elles sont apparues à peu près à la période de la Covid, c'est-à-dire 2020, si mes souvenirs sont bons, où en fait on a commencé à avoir des demandes soit par des enseignes de fitness, soit par des riverains, de plaintes qui étaient générées par les activités sportives parce que les personnes avaient du coup, enfin, connaissaient un peu plus le télétravail, ce qui n'était pas quelque chose de forcément démocratisé jusqu'à cette période. Et donc les gens se sont aperçus finalement qu'il y avait pas mal de bruit qu'ils n'entendaient pas forcément quand ils rentraient du travail. Et donc il y a eu pas mal de choses qui nous ont interpellés, et ça va aussi dans le sens du développement des enseignes de fitness en France, où on a eu une espèce de bond, de gap considérable dans l'ouverture des salles de fitness en milieu urbain, ce qui est devenu du coup une problématique acoustique très importante qu'il y a encore de nos jours. Alors, la première partie, ça va être le poids du cadre réglementaire acoustique, pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, en France, parce que du coup, je vais parler uniquement de notre pays, je ne vais pas me focaliser sur les autres réglementations internationales. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le Code de la santé publique, la sous-section 2, décret de bruit de voisinage, qui dit déjà au travers d'un premier article que aucun bruit ne doit, par sa durée, son intensité, sa répétabilité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Donc ça, c'est déjà une philosophie qui est déjà assez importante dans les problématiques, dans la gestion des problématiques acoustiques pour les salles de fitness. Parce que indépendamment de tout seuil acoustique qu'on pourrait du coup demander de respecter, on a déjà ce cadre-là qui est un peu général et qui laisse une part importante à la subjectivité liée au bruit. Et donc, notamment quand des sujets comme ceux-là partent en expertise judiciaire, on sait que la réglementation acoustique, elle n'est pas forcément suffisante. Donc après, on a la notion d'émergence acoustique qui est introduite dans le Code de la santé publique, avec des seuils que les acousticiens connaissent très bien, donc de 5 dBA en période diurne et 3 dBA en période nocturne, lesquels peuvent être pondérés par la durée d'apparition du bruit particulier. Bon, pour le cas des salles de fitness, c'est assez compliqué parce que finalement, on a une multitude de bruits particuliers qui peuvent composer une activité de fitness. On a des lâchers de poids, on a des tapis de course, on a la musique amplifiée en fonction de si on a des salles de cours collectifs ou pas. Donc, il y a quand même enfin, en tout cas, chez Arfa Acoustique, on a pris le parti pris de ne jamais appliquer cette notion de durée d'apparition de bruit particulier pour évaluer l'inconfort pouvant être ressenti dans le voisinage, mais j'y reviendrai après. Et ensuite, on a les seuils d'émergence en niveau spectral qui sont également très connus. Donc 5 dB de 500 Hz à 4 kHz et 7 dB dans les basses fréquences de 125 à 250. Ensuite, pour les salles de fitness, on peut avoir également toute la partie relative à la diffusion de musique amplifiée, notamment si on est sur des activités qui génèrent plus de 80 dB
sur un niveau moyenné de 8 heures. Et donc là, on a une restriction plus importante sur la musique amplifiée, hein, où on va être à 3 dB, 3 dB en niveau global et 3 dB sur toutes les bandes d'octave quand on a du coup des locaux sensibles type logement en périphérie. Je ne vais pas forcément développer cette partie-là. Je vais plutôt me focaliser moi sur la partie activité sportive, fitness. Mais sachez que effectivement cette réglementation existe. Également, on a la réglementation acoustique, bâtiments d'habitation et autres. Hein, donc, j'incorpore là-dedans établissements de santé, enseignement, etc. En fonction de si la salle de sport elle est accolée ou pas. Mais globalement, on a des performances acoustiques qui sont demandées à la fois sur l'isolement au bruit aérien, donc avec un DNTA supérieur ou égal à 58 dB, entre le local donc d'émission, salle de sport et donc le logement, parce que là, il est question de la réglementation logement. Et également, on a la performance en bruit de choc qui ne doit pas dépasser les 58 dB pour toute excitation du sol qui serait faite notamment au moyen de la machine à choc normalisée, qui n'est du coup absolument pas comment dire, représentative des impacts qui sont générés dans ce type d'activité. C'était la petite vidéo qu'avait montré Virgile dans ses premières slides. On est vraiment sur des excitations qui sont complètement différentes. Néanmoins, le cadre réglementaire, il est celui-ci, quoi. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que le respect de ces critères, il est suffisant pour se prémunir de tout inconfort dans le voisinage? Et malheureusement, non. C'est ce qu'on va voir. Donc, ce qui m'amène à la partie 2, qui est donc la maîtrise de l'impact acoustique des activités de fitness, avec une méthodologie qui nous semble adaptée. Donc ça, c'est notre retour d'expérience de Orphée Acoustique, hein. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la seule méthodologie applicable, même si j'en suis fortement convaincu, et je vais tenter de vous montrer pourquoi. Alors, donc les activités sportives, Virginie en a un petit peu parlé, mais de quoi on parle dans les salles de fitness? On a des activités de type cardio, donc on va avoir des tapis de course avec des excitations type roulement au sol, tout ce qui est également vélo elliptique. Ensuite, on va avoir des activités plutôt de poids guidé, donc avec des machines qui sont chargées en poids et qui sont utilisées ensuite pour faire différents exercices, hein. Ça peut être au niveau des jambes, au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc plutôt des bruits de claquement et des bruits également basse fréquence. Et également des activités donc, de poids libre qui sont les activités les plus complexes à traiter dans le cadre de ces problématiques de salle de fitness, puisqu'elles elles sont chargées énormément en énergie dans ce qui est déployé et de ce qui peut être lâché au sol, donc avec des excitations très fortes au niveau des planchers. Et en particulier pour toutes les activités qu'on va appeler les activités de deadlift, avec du soulevé de terre, où là vraiment on peut avoir des charges très importantes. Donc en termes de bruit, qu'est-ce qu'on peut on peut avoir donc j'en ai parlé, bruit de roulement, des bruits de claquement, des bruits d'impact, des bruits impulsionnels, des bruits qui sont parfois imprévisibles et inopinés, ce qui complexifie un peu la partie constat sur ce genre d'activité. Quand on parle de constat acoustique, effectivement, c'est pas toujours facile d'avoir une représentativité de ce qu'on peut mesurer parce que les activités sont très variables dans le temps et en fonction des utilisateurs. Par contre, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des bruits chargés dans les très basses fréquences, notamment à 31,5 et à 63 Hz, où malheureusement la réglementation acoustique applicable ne couvre pas ces bandes de fréquences. Donc là, je vais vous présenter un peu plus la méthodologie d'Orphée Acoustique, qui me semble adaptée pour évaluer les risques, on va dire, qu'il peut y avoir à mettre en exploitation une salle de fitness typiquement dans un bâtiment d'habitation, souvent en pied d'immeuble. Alors, il faut savoir que quand le sujet nous est arrivé chez Orphée Acoustique, c'est vrai qu'on n'avait pas cette notion-là de pouvoir tester des solutions anti-vibratiles in situ. Enfin, c'est un complexe
méthodologique assez important à mettre en œuvre. Et c'est vrai que de prime abord, on avait, nous, commencé à chercher tout de suite des méthodes calculatoires pour essayer d'anticiper des problématiques liées à des lâchers de poids. Malheureusement, c'est très compliqué à mettre en place parce qu'on a beaucoup de data, beaucoup de données d'entrée qui sont hyper variables en fonction des situations, notamment la nature des planchers existants, la nature des séparatifs, tout ce qui va être relatif aux ponts phoniques et chemins de transmission qui peuvent être du coup multiples, des niveaux de bruit de fond qui sont ultra variables dans les locaux tiers exposés. Et le bruit de fond, c'est quand même une data qui est très importante parce que ce à quoi on se rattache, nous, en termes d'indicateurs en France, ça va être la notion d'émergence sonore. C'est vraiment ce qui va être ressenti par le voisinage en termes de nuisance, quoi. Donc du coup, bah oui, forcément, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire pour pouvoir être le plus prédictif possible. Et d'ailleurs également valable sur la partie curatif sur laquelle je vais revenir. Donc concrètement, la méthodologie que nous, on met en place chez Orphea, donc on a une première phase qui est une phase préliminaire hein, d'analyse sur plan, déjà du projet qui est fourni par l'ancienne de fitness. Donc on va commencer par analyser la situation de l'établissement. Donc notamment, ce qui revient souvent, c'est des salles de fitness en pied d'immeuble, souvent une cellule commerciale qui a été laissée pour y implanter prochainement un futur locataire. Alors, ça, c'est sur des projets de construction nouvelle. On a souvent ce type-là. Donc, on va analyser les cellules tiers, c'est-à-dire qu'on va vérifier la typologie des locaux sensibles qui sont en périphérie, leurs emplacements. Donc, on peut faire une analyse sur plan, on peut faire une visite sur site quand on a la possibilité, on peut faire une analyse sur les outils à disposition type Google Maps ou Street View. On s'interroge aussi sur l'historique de la cellule, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une activité préalable, parce que on sait que la mise en place d'une activité de fitness va fortement changer comment dire, la perception des bruits vis-à-vis du voisinage, parce que l'activité est génératrice de bruits d'impact très importants. Et donc également, on va vérifier si on a des contiguïtés directes, horizontales, verticales ou en diagonale par rapport aux locaux sensibles. Ensuite, la phase qui est très importante, c'est la phase de diagnostic acoustique in situ, où là, on va faire une batterie de test telle qu'on a l'habitude de faire hein, en bâtiment, avec essentiellement des mesures acoustiques d'isolement au bruit aérien intérieur entre locaux. Et ensuite, on a une partie qui est beaucoup plus spécifique à cette problématique de fitness qu'on a mis en place du coup avec le temps. Donc, on teste la réponse des planchers de la cellule fitness à l'impact d'un lâcher d'haltère avec une approche qui est itérative où on va tester différents complexes du plus simple au plus élaboré. Le but étant de prédire et de calculer l'émergence sonore, donc le ressenti qu'on va avoir dans le local réception avec ces lâchers d'haltère. Donc, pour le test, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais en gros, on en est venu à mettre en place un test normalisé où on lâche un haltère de 30 kg qui est un peu un poids qu'on peut retrouver de manière assez habituelle dans des salles de fitness. Donc, on va lâcher ce poids à hauteur de genou depuis la zone d'émission. Donc, on va tester potentiellement différents endroits de la cellule qui va du coup accueillir la salle de sport. On va faire des tests sur la dalle nue, alors quand même avec un revêtement caoutchouteux minimal pour pas dégrader le plancher. Et ensuite, avec différents échantillons, on réalise généralement 5 répétitions. Ce qui est très important, c'est qu'on fait des mesures avec une durée d'intégration de 100 millisecondes pour bien tenir compte du côté impulsionnel et très court de cet impact. Et systématiquement, enfin, un enregistrement audio depuis le local de réception pour faciliter derrière le post-traitement. Ce qui amène du coup à la troisième phase de la méthodologie, qui est la phase étude, où là, on va dépouiller, analyser les mesures
avec donc une analyse sur la performance des séparatifs, la notion d'émergence instantanée dans le local de réception. Ensuite, on va réaliser un tableau de criticité acoustique des zones en fonction des traitements qui vont pouvoir être mis en œuvre. Et enfin, on va préconiser donc au mieux les solutions techniques qui vont s'imposer à la fois pour les planchers, pour les murs, plafonds, et également des conseils sur l'aménagement au niveau de la cellule de fitness. Voilà, donc ça c'est un peu une illustration de ce qu'on peut avoir. Donc la première photo en haut, c'est un test type qu'on peut réaliser avec un haltère. En dessous, on voit l'évolution temporelle avec un sonogramme qui permet de vérifier la manière dont est chargé le signal suivant les bandes de fréquence. Et donc, nous, ce qu'on va réaliser comme calcul, bah, c'est un calcul d'émergence dite instantanée qui va être très conservateur pour le voisinage puisqu'il va prendre en compte les bruits impulsionnels répétés et un peu ce caractère inopiné qu'on peut retrouver. Là où on aurait pu avoir une approche qui aurait été un peu plus en faveur de peut-être des exploitants, qui serait de calculer une sorte de bruit ambiant lissé dans le temps, où on aurait effectivement des activités qui sont très courtes et très marquées en côté intensité impulsionnelle, et en même temps des périodes de calme pouvant être aussi un peu, enfin suffisamment longues, de telle sorte qu'on aurait un peu une dilution de nos phénomènes dans le temps. Donc, le parti pris pour nous, c'est effectivement de viser une approche instantanée, aussi parce que on a un retour d'expérience sur des expertises acoustiques judiciaires qu'on peut réaliser par ailleurs, et où on sait que effectivement le cadre réglementaire est pas toujours suffisant, et l'expert va bien souvent plus loin que cet aspect-là. Donc, Est-ce que on est en train de perdre du temps là, désolé de vous ah, interrompre. Est-ce que vous ouais, j'ai accéléré. pouvez essayer de passer aux recommandations assez vite? Ça marche. Donc bah Euh, là, ça c'est une des premières recommandations déjà en termes de méthodologique, c'est de viser une émergence inférieure à 7 dB sur les bandes d'octave qui sont pas réglementées. Donc typiquement 31,5 et 63 Hz, puisque ça s'arrête à 125 au niveau de la réglementation. Donc ça c'est le premier point. Donc juste pour dire que Orphea, on a constitué une base de données importante sur plus de 350 interventions en conception ou en curatif, avec des mesures acoustiques et vibratoires que je ne vais pas développer là dans la présentation, mais on en a fait également, hein, bien évidemment. On a réalisé une multitude de tests avec des produits disponibles sur le marché, donc CDM Stravitech, hein, qui a fait la présentation juste avant, Getzner, Regupol, Pavigim et Leico. Les tests effectués, donc, ils ont été faits sur des solutions sèches et des solutions humides. Et on a adressé un abac d'équivalence énergétique entre les tests que nous, on a normalisés et les activités en situation réelle. Voilà, donc je vais passer cette partie-là. Donc on arrive à la partie 3, retour d'expérience et recommandations associées. Donc la première des choses, c'est de penser l'aménagement avant de traiter acoustiquement. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est très important. Donc la première des choses, c'est d'éloigner au maximum les zones à fort impact des locaux sensibles. Éviter que les zones à fort impact se retrouvent au-dessus d'un local sensible. Ça, c'est le cas le plus extrême à traiter, que nous, on a déjà eu à traiter avec une ancienne de fitness qui avait eu la très bonne idée de s'implanter au-dessus d'une crèche. Ensuite, on a effectivement le traitement acoustique des planchers. Donc, ce qu'il faut savoir par notre retour d'expérience, c'est que les traitements par dalle caoutchouc ou assimilés au-dessus de 200 mm ou des systèmes de chape désolidarisés sur résilients de faible épaisseur ne conviennent pas pour traiter des impacts de type lâcher de poids dans une cellule qui est en pied d'immeuble avec des locaux sensibles en périphérie. La conséquence, c'est que l'énergie est trop importante et que l'émergence instantanée est bien trop élevée. C'est pour ça qu'on s'est rapidement tourné, nous, sur des solutions dites sèches, qui associent donc des plaques OSB avec des résilients intercalés et des couches amortissantes en partie supérieure. Le tout soit sur plan antivibratile. Ça suffit dans 50% des cas pour traiter les problématiques acoustiques fitness majeures, sauf pour les activités de soulevé de terre. Et auquel cas, on va remplacer les plots par des ressorts, souvent des ressorts à 1 kN, qui permettent du coup de gagner encore plus bas dans le spectre fréquentiel.
Donc ça, c'est un exemple de solution, de résultat obtenu dans une configuration où on avait une salle de fitness en rez-de-chaussée et logement en N+1. Donc là, ce qu'on peut voir au travers de ce tableau, c'est on peut avoir des gains jusqu'à 30 dBA et 30 dB linéaires sur certaines bandes de fréquences en fonction du type de traitement qu'on va mettre en œuvre. Et on voit qu'à 63 Hz, typiquement, on gagne énormément. On le voit là à partir d'ici, et encore plus à ce niveau-là. Dès qu'on passe sur la solution dite sèche, on a un gain très important dans ces bandes de fréquences. Et sur la solution, typiquement, sur ressort, on a complètement une annulation des émergences. Donc, le bruit ambiant n'est même pas indiqué parce qu'il se confond complètement avec le bruit résiduel. Ensuite, on a les solutions dites humides qui fonctionnent. Donc, souvent des planchers flottants en béton qui sont très efficaces, mais qui sont souvent très lourds et qui nécessitent une mise en œuvre contrôlée. Le coulage du béton avec les points de contact rigides, ça c'est ce qu'on a pu constater dans pas mal de chantiers, ce qui dégradait considérablement les performances d'ensemble. Par ailleurs, c'est des solutions qui offrent une modularité qui est moins intéressante que les solutions sèches, puisque dans les enseignes de fitness, ça arrive assez fréquemment qu'ils fassent des réaménagements en fonction des zones. Là, les solutions sèches sont complètement adaptées puisqu'elles sont facilement démontables. Voilà, donc ça, c'est un cas un petit peu qu'on avait rencontré sur un club avec de fortes fissurations du béton en surface quand on avait enlevé la couche amortissante et même un endommagement du bac acier qui supportait du coup la solution humide. Pour les activités de deadlift, les solutions de plancher sont souvent limitées. Parfois, on a des charges jusqu'à 250 kg qui peuvent être utilisées. Et ça, c'est ce qui requiert pour nous le plus simple, c'est la mise en place de drop mats. Donc là, ça, c'est des tapis amortissants de grosse épaisseur, mais qui sont assez légers et qui sont facilement déplaçables. Et typiquement, voilà, pour des soulevés de terre, c'est des choses qu'on peut préconiser en plus des solutions sèches ou humides, justement pour traiter ces impacts très importants. La problématique, par contre, sur ces solutions de plancher, c'est qu'il faut vérifier la hauteur qui est disponible sous plafond, parce que bien souvent, on a cette complexité-là avec des solutions qui peuvent aller jusqu'à plus de 20 cm. Donc, c'est quand même pas négligeable pour la mise en place de la solution. Ensuite, on a le traitement acoustique par l'isolation, bien évidemment. Notre retour d'expérience, nous, c'est que sur les salles de fitness, il faut viser un isolement supérieur à 62 dB, donc soit à peu près 4 dB de plus que ce qu'on vise dans la performance réglementaire. Par contre, ça ne fonctionne pas nécessairement quand on a un cas avec des musiques amplifiées à fort volume, ou typiquement ce qu'on peut retrouver dans les salles de cours collectifs. Donc là, il faut carrément réfléchir à d'autres systèmes, parfois des doubles faux plafonds avec un faux plafond primaire hyper isolant, un faux plafond absorbant en dessous. Mais d'une manière générale, on a le doublage acoustique des murs verticaux et la mise en place d'un faux plafond assez simple à prévoir pour traiter d'une façon générale les bruits aériens qu'on peut retrouver dans les salles de fitness et notamment les claquements des machines de poids guidés. Ensuite, faut bien penser à l'encombrement de tout ce qui est poteaux, poutres et gaines traversantes. Et donc, pour aller plus loin en curatif, donc quand on intervient sur une cellule qui est déjà existante, il faut s'assurer que les activités exercées sont bien faites dans les zones qui sont compatibles et prévues à cet effet, et vérifier les points de contact rigides qu'on peut avoir entre des machines et puis les parois. Et également, il y a une approche de tester chaque activité avec l'aide d'un coach pour vraiment viser une représentativité de l'inconfort qui est exprimé par le voisinage. Donc là, c'est deux cas qu'on retrouve très souvent. Machine qui est accolée au mur avec donc excitation du mur par la machine lorsqu'elle est utilisée. Et également, la première photo, quelqu'un qui prend des haltères et qui va utiliser ses poids dans une zone qui n'est pas du tout traitée à cet effet, alors même qu'on voit les planchers qui sont sur les côtés et qui sont disponibles pour y faire des exercices. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on en a passé pas mal. Je laisse s'il y a des questions pour les uns et les autres.